Dubaï, c'est un monde de requins. Les gens se sont positionnés en se disant ils veulent en fait le court terme, donc ils vont privilégier d'avoir des très grosses marques et concrètement essayer de t'allumer en prenant le risque que tu t'en rends compte facilement après, que cette personne-là tu ne travailles plus avec elle parce que tu vas te dire je me suis fait avoir. Et c'est un petit peu leur manière de fonctionner. Aujourd'hui, c'est 500 entrepreneurs dans la boîte. 500 maintenant là? Ouais. Waouh. 500 entrepreneurs dont on gère bien leur société. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Van Business Talk. Ici, nous rencontrons des entrepreneurs et des personnalités inspirantes. Découvrez comment vous aussi, vous pouvez réussir dans la vie et dans le business. Salut monsieur. Installe-toi dans le Van Business Talk. Machallah, qu'est-ce qu'on est bien. Moi qui pensais que c'était un fond vert, ça l'est pas. Comment tu vas? Ça va et toi? T'as déménagé là? T'es plus sur la marina? J'ai déménagé. J'ai déménagé dans ce quartier qui est une vraie belle découverte. C'est Old Town, c'est à côté de Downtown. Ok. Et si tu veux, c'est un petit village. Tu as l'impression d'être t'es au milieu des grands buildings. Et ici, voilà, tu as des petits oiseaux. T'as la vue sur le Bourges aussi? Vue sur le Bourges. Et bref, le quartier. Mage, ça level up quoi. Bah ouais. Mage, ça level up de ouf. Comme tu le sais, ce van va nous amener dans un endroit qui t'est encore inconnu. Ouais, c'est ce que j'ai cru d'appréhension comprendre, hein. Un petit peu quand même. Hein. Je vous cache pas que j'avais la pression. J'ai regardé encore hier un des épisodes. J'avais la pression. T'as regardé l'épisode avec qui? Avec Antoine. Ah ouais. Et hier soir, j'étais au sport, j'étais comme ça. Muscle up, pas muscle up et tout. J'étais pas bien, j'ai mal dormi. Je te jure, je me suis mis la pression tout seul. Le but, c'est que tu puisses avoir autant de chances de gagner que moi. Parce qu'à la fin, il va y avoir un gage. D'ailleurs, il y a une petite boîte ici. Ouais. Il va falloir que t'en pioches une, Maxime, qui va devoir se munir du gage. Oh, il a choisi celle-ci. Offrir 1 heure de conseil dans un domaine où tu n'es pas expert avec un autre entrepreneur. Eh ben, c'est très cool. Très cool, hein? Ouais, c'est stylé. Ça commence tranquillement. C'est pas méchant. Et sincèrement, c'est vraiment stylé. Très cool. Ok. Nice. Ça le fait. Avec l'équipe, on fait en sorte de chouchouter nos invités. Ouais. C'est important pour nous. Comme toi, tu fais dans tes événements physiques. D'ailleurs, on va en parler. D'accord. Très cool. Merci. Tu peux le déballer. Il y a aussi un petit truc derrière. Je pourrais le porter tout à l'heure. Ça dépend pour quelle activité. Si on va dans l'eau, ça va être compliqué. Entrée du numéro 9. Excellent. Nouvelle recrue. Bon, Maxime, qui est Maxime? Qu'est-ce que tu fais ici sur Dubaï? Ça fait combien de temps? Et quelle est ton activité? Eh bien écoute, ça fait 4 ans que je suis à Dubaï. Je suis propriétaire d'une boîte qui s'appelle Mage, que tu connais. Et Mage, eh bien c'est une agence qui a pour vocation d'aider les entrepreneurs à s'installer à Dubaï, à y créer une société. Et donc à les aider dans des tâches administratives, juridiques, fiscales. Okay. Si tu veux, quand je suis arrivé à Dubaï, j'ai vu plein de Français qui arrivaient, qui se faisaient avoir, qui avaient des problèmes, voilà, notamment avec la partie bancaire. C'était dur d'ouvrir un compte bancaire. Et donc c'est un petit peu le réflexe d'un entrepreneur. Tu sais, quand tu vois des problèmes, tu te dis si j'ai une solution, eh bien je tiens peut-être quelque chose de cool. Voilà, moi je viens d'un milieu donc du service. Tu sais, j'ai bossé longtemps dans l'hôtellerie de luxe et à Paris. Et donc j'ai implémenté, si tu veux, tout ce que j'ai pu apprendre ces dernières années pour bien en fait me concentrer sur créer une boîte avec un service, je pense, voilà, qui était meilleur que les autres en tout cas. Et c'est ce qui a fait que Mage, voilà, on est maintenant aujourd'hui, c'est 500 entrepreneurs dans la boîte. 500 maintenant là? Ouais. Waouh. 500 entrepreneurs dont on gère bien leur société, parce qu'ils ont créé une société avec Mage, ou alors on leur gère, mais en tout cas leur comptabilité, l'optimisation fiscale, et voilà. Quelles sont les 3, 4, 5 étapes quand un entrepreneur français ou d'autres horizons souhaite s'installer ici sur Dubaï? C'est quoi les grandes étapes? Écoute, la première, je dirais, c'est une prise de renseignement et avec les bonnes personnes, parce qu'aujourd'hui, en fait, il y a beaucoup de gens qui baragouinent fiscalité et surtout qui voient leurs intérêts. Ça veut dire que c'est des vendeurs de société. C'est pas des personnes qui réfléchissent réellement à tes problématiques, à comment le faire. Et donc eux, leur réponse, ça va être oui à tout, tant qu'ils arrivent à te vendre quelque chose. Donc moi, en fait, j'ai fait le contraire. Moi, si tu veux, j'ai une relation avec les personnes qui nous approchent, qui est transparente, qui est saine, et où on n'hésite pas à dire à la personne non, c'est pas possible, ou là, attention, tu prends des risques fiscalement, ça te met en tout cas dans une zone qui est orange, rouge. Et donc c'est une prise de renseignement. Et puis voilà, et puis après, faut se lancer à Dubaï, tu as vu.
Totalement. prêches un convaincu, je pense. J'avais une question, Maxime, c'est un sujet qui tourmente aussi pas mal d'entrepreneurs, ou même des aspirants entrepreneurs ici qui ont envie de s'expatrier sur Dubaï. On a entendu l'impôt sur les sociétés. Est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport à ça? Ouais, carrément. Si tu veux, Dubaï, en 2023, ils ont été ajoutés sur une liste grise de l'OCDE. Et donc en fait, parce qu'ils étaient considérés comme un paradis fiscal, tout ça. Et l'idée, c'est que ce pays, les Émirats Arabes Unis, et notamment donc cet émirat à Dubaï, il a besoin pour se construire d'avoir le maximum de liquidités qui rentrent dans le pays. Notamment, on le voit dans ce marché immobilier qui boom en permanence et autres. Et d'ailleurs, c'est le sujet d'une date qui arrive au Maj Business Club. Et donc, si tu veux, l'idée de mettre cette taxe, c'est pas forcément à court terme de devoir taxer réellement, parce que je pense que tout le monde s'en doute, les Émirats, ils ont des moyens, ils ont un modèle économique. Cette ville, c'est un vrai business, et puis ils ont des moyens de taxer un petit peu autrement. Ça, pour faire une petite aparté, c'était dingue. J'étais tombé sur une étude comme quoi avant, le pétrole représentait 70-90% des revenus. Ouais. Maintenant, c'est une petite minorité, quelques pourcentages, avec tout ce qu'ils ont pu mettre en place, toutes les infrastructures. Et comme tu l'as expliqué, aujourd'hui, Dubaï, c'est une réelle entreprise, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis, il y a Abu Dhabi qui est un émirat riche. Dubaï, c'est différent. Il y a une vraie vision de long terme et qui s'est basée sur le développement, on va dire, touristique et aussi immobilier. Et leur ambition aussi, c'est d'avoir le maximum de gens qui viennent s'y installer. Et c'est pour ça qu'ils se battent vraiment dans le fait d'offrir si tu veux, une vie de ouf, une qualité de vie de ouf pour toutes les personnes qui viennent vivre ici. Si pour en revenir à cette partie taxe, l'idée, c'est pas forcément de taxer, mais c'est de dire on est un pays taxé. Avant tout. Donc ils ont mis en place cet impôt sur les sociétés qui offre beaucoup de possibilités de ne pas être réellement taxé. Il y a une exonération de taxes jusqu'à tes 100 000 premiers 1000 euros de profit. Donc déjà, une structure, il faut réussir à faire de l'argent, il faut réussir à faire du profit, mais tu as une société qui a des dépenses, des charges, tout ça. Et puis tu as ces 100 premiers 1000 euros qui sont exonérés. Et puis il y a quelque chose qui a un levier qui est hyper simple, c'est que en tant que résident à Dubaï, ton salaire personnel, il n'est pas taxé. Et donc là, quiconque a une société à Dubaï, la dirige très souvent, il est directeur général. Et avec ce statut, il peut avoir un salaire qui est assez important. À Dubaï, il y a un coût de la vie ça justifie en tout cas un salaire important. Et donc on voit que, sans rentrer dans des techniques d'optimisation quelconque maintenant, mais tu vois qu'un salaire par exemple de 20 000 euros, sur l'année tu as 240 000 euros où cette personne elle peut transférer des fonds de sa société vers son compte bancaire personnel en salaire, quoi. Et qui ne soit pas taxé du tout. Quand tu as conscience que tu peux te sortir ton salaire et pas être taxé, tu peux te dire tout de suite je sors tout. C'est ça, tu fais 1 million d'euros de profit et tu te fais un salaire de 80 000 euros. Ça serait trop facile et bien évidemment c'est des règles internationales auxquelles Dubaï en tout cas participe. Et en fait, non, tu as une norme de marché et donc tu en as aussi pour plein d'autres raisons. C'est pas du transfer pricing, tout ça, mais pour le salaire, tu dois avoir des salaires qui sont dans la norme du marché. À quel montant t'es considéré comme un gros compte à Dubaï? Parce que faire 1 million, 2 millions, 3 millions par an, t'es encore une petite fourmi. À quel moment t'es dans le viseur, on va dire, des institutions, etc. Écoute, on n'a pas vraiment idée encore parce que la première déclaration fiscale, elle va être en 2025. Donc il y a beaucoup de gens encore qui vont, en tout cas si on donne des certitudes, on ne pourrait pas encore les avoir. Donc c'est à partir de 2024 ça? C'est ça, c'est qu'en 2024, il va y avoir un exercice fiscal sur lequel on va s'appuyer pour pouvoir faire des déclarations en 2025. Et en fait, c'est surtout après cette déclaration qu'on va avoir un retour d'expérience et où par rapport aux déclarations, on va pouvoir avoir des chiffres concrets. Super intéressant. En tout cas, merci pour toutes ces informations concernant cette fiscalité à Dubaï. Pour parler un peu plus d'un point de vue entrepreneuriat, aujourd'hui, c'est pas ta première boîte, Maj. Tu avais une première idée, si je me trompe pas, avec des trottinettes. Ouais, j'ai fait des trucs avant. Est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport à ça? Écoute, avant d'arriver à Dubaï, j'ai eu plusieurs expériences entrepreneuriales. J'ai quitté le salariat et j'ai, comme beaucoup de gens, pris le risque de... Tu faisais quoi avant du coup? Tu étais dans le service du coup? J'ai commencé dans l'hôtellerie moi à 18 ans. Donc dans l'hôtellerie de luxe à Paris, dans des hôtels qui sont connus je pense par tous, le Plaza Athénée, le Meurice. Et j'ai commencé dans des postes les plus petits qui soient. J'ai fait bagagiste, voiturier, j'ai fait des postes qui m'ont permis en tout cas de rentrer, de mettre un pied dans ça, mais surtout d'apprendre entre guillemets des notions de service, de dévouement. Et tu vois,
quand on parle de Mage, c'est une société qui te répond 7 sur 7. À 23h, tu envoies un message, tu as la surprise d'avoir une réponse. Pour moi, c'est quelque chose qui était en fait naturel. Et quand je l'ai implémenté dans mon business, ça nous a donné un avantage considérable par rapport, ici, par rapport aussi à des cabinets, tu sais, traditionnels. Avec par exemple, tu parles à un cabinet comptable, il est formaté, on est comptable, on marche comme ça. Et en fait, quand tu arrives et que toi, tu implémentes des idées qui marchent dans d'autres secteurs, c'est ce qui fait la différence. Donc moi, je suis passé par l'hôtellerie, j'ai grandi dans l'hôtellerie, donc hiérarchiquement, j'ai appris le russe, tout ça, j'avais analysé, j'étais dans un hôtel et je voyais que personne parlait russe. Donc du coup, il leur parlait avec les mains, comme ça, les mecs payaient 20 000 € pour dormir. Comment tu as appris cette langue? Je suis parti en Russie, je me suis mis à bosser tout le temps. Tu as trouvé une femme là-bas? J'ai eu une petite amie russe à l'époque, c'est pas faux, mais j'ai appris le russe et du coup ça m'a donné accès à des postes plus importants. Ok. Et j'ai repris les études en parallèle, j'ai validé un bachelor, tout ça, bref, et puis je bossais la nuit, j'étais directeur donc du Meurice la nuit en fait, à partir de 19h, j'étais concierge également et la journée j'allais étudier. Je faisais 2 boulots en même temps, je dormais 3-4 heures et ça a été une période de ma vie où j'ai payé mes études, j'ai mes trucs et sans rentrer dans les détails, T'as quel âge aujourd'hui d'ailleurs? 33. 33. Ouais. Et donc du coup, l'hôtellerie, je quitte tout parce qu'il y a l'arrivée d'Instagram. Arrivée d'Instagram, si tu veux, je commence à me dire, putain c'est un délire, genre c'est un game changer. Avant, on est obligé, on est contraint entre guillemets d'utiliser les médias traditionnels et si jamais ils t'invitent pas, tu risqueras jamais d'être vu et connu. Et en fait, tu te sentais bloqué avant l'arrivée des réseaux sociaux. Tu n'avais pas cette autopromotion que tu peux faire aujourd'hui, que tu peux faire, regarde toi également avec cet épisode. Et ça a été pour moi en tout cas une révélation. Je me suis dit, le monde va changer. C'est plus le plus riche qui va gagner, c'est le plus fort. Et là, plus fort dans quel sens? C'est le plus smart. C'est le mec que si en fait tout le monde peut être visible et que ta visibilité entre guillemets elle n'est pas au détriment. Enfin, c'est comme un artiste par exemple à l'époque. Si tu avais un chanteur, si tu avais une maison de disques qui croyait en lui, le mec il pouvait être vu. Sinon, il n'aurait jamais été vu. Aujourd'hui, ce mec-là, c'est plus entre guillemets parce que tu as été sélectionné par des médias, c'est parce que tu peux demain te faire une vidéo sur TikTok et devenir connu. Et ça, si tu veux, moi je l'ai compris en tout cas au début d'Instagram et ça m'a dans ma tête, ça a vrillé. Je me suis dit, il va se passer quelque chose. Et donc ma première boîte, ça a été de créer en parallèle avec des Russes un robot d'automatisation Instagram. Ça, c'est ma première boîte, ça s'appelait Highlight You. J'ai beaucoup de mecs de chez Mage aujourd'hui, que à mon avis tu connais, qui ont utilisé Highlight You à l'époque, qui à chaque fois qu'on se voit dans le Mage Business Club me disent quand je sais d'où tu viens à l'époque et tout, et quand je sais d'où on vient, on était à Paris et tout, notamment Kevin Vaffin, Sophie aussi qui est passée sur scène, Sophie Julie, tout ça c'est de l'époque d'Highlight You, ils se rappellent de moi, et donc c'était un logiciel où pour 15 balles, 20 balles, t'automatiser des likes, des envois de messages, et donc l'idée c'est que tu étais coach de sport par exemple, tu pouvais pour 20 balles cibler des personnes qui étaient dans des salles de sport, qui se géolocalisaient dans des salles de sport, et tu allais toucher peut-être 30 000 personnes dans le mois. Pourquoi cette société elle s'est arrêtée? Parce que Instagram a mis en place a bloqué ça en fait, a bloqué avec son algorithme, parce que eux voulaient vendre leur propre publicité. Donc c'était pas aussi dur au départ si tu veux. Et moi ce qui s'est passé, c'est du jour au lendemain, et bien en fait Instagram a mis des restrictions, drastiques. Et ta boîte, tu l'as vu, t'avais des salariés dedans ou pas? Non, j'étais tout seul. C'est ce qui m'a permis de prendre mon indépendance, de quitter mon emploi, de faire mes premiers 5-10 000 € par mois avec une sorte de SaaS en fait. C'est bien en plus, t'avais combien de MRR? Je devais avoir l'équivalent de 10 000 € par mois. Ouais, avec des 20 à 25 000 balles. Bien. Et c'est ce qui m'a permis de quitter mon emploi déjà et de me dire en fait tu peux faire autre chose que être employé. Et avec cette boîte, si tu veux, ça m'a donné mon indépendance et donc les premiers problèmes, et surtout j'ai appris quelque chose de cette expérience, c'est ne fais pas un business dans un environnement où tu n'en es pas, tu n'as pas le contrôle. Tu vois, par exemple Instagram, concrètement, tu as des gens qui font toute leur vie c'est Instagram, et tu vois bien que demain ton business il peut péter en cas. C'est pareil, pour faire une petite aparté pour les infopreneurs, les coachs, les consultants qui font de l'ADS. Aujourd'hui, on est dépendant de Facebook Ads, on est dépendant de YouTube, on est dépendant de... Donc faites en sorte de ne pas mettre tous les œufs dans le même panier, d'avoir plusieurs sources de trafic. Ça c'est primordial parce que sinon vous allez vous retrouver, on ne sait jamais, il peut y avoir des restrictions, il peut y avoir des nouvelles règles, il peut y avoir des coûts publicitaires qui augmentent sur une plateforme et pas l'autre. Et donc faites en sorte de ne pas focaliser votre business sur une seule et même source de trafic. Aujourd'hui,
On part faire une activité là dans quelques minutes, on va arriver. Il y aura un gagnant, il y aura un perdant, on va jouer tout simplement. Mais on n'est pas égoïste dans le Van Business Talk et les viewers, les personnes qui nous regardent, eh bien vont aussi avoir un défi. Très bien. Il y a une petite boîte avec un intitulé que tu vas pouvoir leur annoncer. Création collaborative. Contribuez, messieurs, dames, à la création du contenu du Van Business Talk. Nous allons vous demander de soumettre des idées de gages pour nos prochains invités. Donc ça se passe dans les commentaires. N'hésitez pas à mettre votre petit nom Instagram juste à côté. Et puis de cette manière, vous recevrez le Secret Talk de Maxime Gauthier. Top. Ok, du coup, après cette première expérience, ça a duré combien de temps déjà? À peu près 1 an et demi sur l'ITU. Un an et demi. Ouais. Okay. Et ensuite, si tu veux, il y a, on dirait que la vie, tu sais, tout est bien fait. Sur le moment, tu sais jamais pourquoi tu fais des choses. Par exemple, quand j'étais en CDI... Je vais te décharger de cette petite boîte. Tu sais, à 18 ans et demi, j'avais donc mon premier salaire. Okay. Et j'avais acheté un appartement que j'avais mis en location. Donc du coup, je me suis créé un petit capital. Tu avais déjà cette âme entrepreneuse, quoi. Ouais, alors l'âme entrepreneuse, je l'avais très tôt. Vraiment, j'étais énervé. À 18 ans, j'avais monté ma première boîte. Okay. J'avais vraiment ce truc où... Tu penses qu'on a ça en nous ou est-ce que c'est pas quelque chose d'inné, on peut le développer? Je pense que ouais, et clairement. Parce que ça s'explique pas. Moi, si tu veux, vraiment à 15 ans, je me rappelle, j'étais en cours. Et si tu veux, j'analysais autour de moi. Je me suis dit, en fait, si tout le monde apprend la même chose, concrètement, tout le monde va faire le même chemin, on va arriver un petit peu au même endroit. Donc j'avais déjà cette envie de, si tu veux, de réfléchir autrement, d'apprendre peut-être autrement. Et ça m'a permis en tout cas de faire mon propre chemin. Et donc ouais, carrément. Après l'ITU, lancement d'un projet, donc de lancement des trottinettes en flotte libre, qu'on connaît tous. Parce que là, il y en a partout ici. À chaque fois, je me pose la question. C'est sûr que tu as eu un business plan du coup par rapport à ça. Tu vas pouvoir me donner des chiffres à peu près? J'ai eu un business plan. Même pas, pour être honnête avec toi, je me suis retrouvé en fait en Corse, parce que j'ai ma maman qui est en Corse, et je me trouve assis avec un mec qui s'appelle Jonathan, qui avait déjà réussi à son niveau, ça faisait 3-4 ans qu'il entreprenait, il avait une boîte qui avait cartonné, et écoute, on dit mais putain, il n'y a pas de trottinette en Corse, et en fait ça serait génial pour se déplacer et tout, à Ajaccio, tout ça, et donc ça n'a pas du tout été réfléchi, on s'est juste dit bah écoute, vas-y feu. Et le lendemain, on était déjà en train d'envoyer des emails en fait à tous les gros groupes et on leur dit combien ça coûte d'acheter vos trottinettes, combien ça coûte de le mettre en place, on utilise votre application, mais on veut mettre notre propre marque parce qu'on est en Corse. Il y a, si tu veux, on va pas mettre un groupe international et tout, et donc on a lancé Epiu. Et pour la petite histoire, du coup, j'ai vendu mon appart. Donc il fallait être sûr de ce que tu faisais. Les trottinettes n'étaient pas assurées. Donc je peux te dire que tu étais comme ça quand tu t'achètes, entre guillemets, tu mets tes couilles sur la table, tu mets... T'en avais eu pour combien 100 000 balles. 100 000 balles Combien de trottinettes? 150. 150 sur une seule ville dans un premier temps? Ouais, sur Ajaccio au départ. Tu les as déployés? Je les ai déployés. Comment ça s'est passé avec la commune? Parce qu'en plus là-bas ils sont particuliers. Pour l'histoire, c'est qu'on a commandé les trottinettes sans même avoir l'autorisation encore. On a un camion qui est arrivé, du cargo, on a de la folie. On s'est retrouvé à Ajaccio si tu veux. Et vous aviez des contacts là-bas quand même? Rien du tout, pas de contact. Moi je veux dire, je suis pas, j'ai pas de contact. Et tu t'es dit écoute, franchement, quand tu y crois, t'es entrepreneur, t'y vas quoi. Et je pense que c'est ça le truc. Et après tu te dis les problèmes, on va y faire face un par un. Et on s'est retrouvé avec cette trottinette là, et pour la petite histoire, ça a vraiment été ça. On est arrivé en début de saison, et toujours impossible d'avoir un contact avec la mairie, tout ça. Donc le gros stress, parce que tu te dis si jamais on peut pas mettre des trottinettes durant l'été, on va jamais pouvoir faire d'argent concrètement. On trouve un deal avec le plus gros, c'était une sorte de casino, tu sais, de supermarché. On leur dit il faut qu'on fasse un coup de com. On met les trottinettes sur votre parking. Ça de la ville, ils vont commencer à se bouger, ils vont voir que les gens en parlent et tout, et donc ils acceptent. Donc les gens venaient sur ce parking faire des tours de trottinette le soir. Et à un moment donné, on force en fait, on va à la mairie et on pousse les portes, entre guillemets, on dit on veut parler au maire. On a poussé la porte, on a dit on veut vous parler. Voilà qui on est, on a ça comme vision pour la ville et tout. Et en fait, il a dit c'est du lourd, c'est trop bien et tout. Vous avez mon feu vert, c'est parti. Sérieux? Ouais. Wow. Donc du coup, on nous a mis en collaboration avec des collectivités, des gens qui travaillaient sur l'urbanisme, tout ça. On a réussi à les convaincre et on a mis les trottinettes en place.
Et donc ça a été de la folie, ça a été un carton. Au départ, pas d'employés. Donc la première nuit, c'est moi qui ramasse les trottinettes dans la ville, pour la petite histoire, à Ajaccio, qui en ramasse une dans l'eau. Sérieux? Ouais. Mais par contre, tu te dis, quand tu vois tout le monde, tous les jeunes avec le sourire, en mode putain, c'est un truc de ouf, t'as apporté quelque chose. Alors après, il y a le débat sur les trottinettes, de c'est bien, pas bien, dangereux, pas bien. Je trouve que c'est autre chose. Et puis après, ça peut être régulé. Mais en tout cas, sur le moment, tu as une vraie sensation de travail accompli. Pour la transition, pourquoi après Maj? On arrive avant le Covid. Et j'avais toujours entendu Dubaï. Et plein d'a priori, comme beaucoup de personnes, je pense, qui ne sont pas allées à Dubaï en fait. Tu vois Dubaï par des personnes qui souvent communiquent beaucoup. Alors il y a des gens dans l'entrepreneuriat qui communiquent entre guillemets des choses, des valeurs et tout, mais tu as aussi des influenceurs, des gens qui et qui, à mon avis, donnent une image de, tu sais, l'argent facile, le truc. Et je pense que ça, les gens en France, ils ont du mal avec ce côté-là. Et donc, ils associent Dubaï à beaucoup de personnes, entre guillemets, comme ça. Donc, ils rejettent Dubaï par ça. C'est un petit peu comme si on se faisait une idée de Paris en voyant des stories que des joueurs de foot de Paris. C'est pas représentatif de Paris. Tu vois, je me dis, il faut que j'aille voir par moi-même. Donc je prends un billet d'avion. Lorsque j'arrive à Dubaï, je viens 4 jours à Dubaï, 4 t-shirts, 4 caleçons, tout ce que tu veux. Et je suis jamais reparti de Dubaï. Okay. Et donc pourquoi en fait c'est une bonne transition par rapport aux trottinettes, c'est que j'ai été obligé, si tu veux, avec mes associés de l'époque, de leur dire je me retire. Et en fait, je démarre une nouvelle expérience à Dubaï. Et donc j'ai, on va dire, revendu mes parts. J'avais à ce moment-là 30 et quelques % de la société, parce qu'on avait eu un investisseur supplémentaire qui était venu, parce qu'on avait voulu développer justement plusieurs villes, notamment Bastia, le sud de la France, tout ça. Je leur dis, écoutez, Dubaï, concrètement, c'est... Je suis tombé amoureux, je vois une opportunité de dingue, je dois vous quitter. C'est trop indiscret de demander combien tu as revendu les parts? Alors, j'ai revendu exactement au même prix. J'ai fait zéro bénéfice, parce qu'en fait, si tu veux, eux, on était dans une étape de développement. Donc la société ne faisait pas encore d'argent. C'est-à-dire que tu investis, tu mets en place des actions. Je pense que c'est une société qui aurait été vraiment, qui aurait fait de l'argent 2-3 ans. Et puis aussi un modèle financier qui est très compliqué, parce que si tu veux, les plateformes par exemple donc nous en l'occurrence c'était avec Bird. Bird, c'était des plateformes un petit peu dans un système comme Uber. Ça veut dire que c'est des gens qui ont réfléchi leur business pour que toi tu te fasses ken, tu es sur les... pour parler clairement, t'es en fait, tu vas faire l'investissement, tu leur achètes à eux les trottinettes, tu te bats au quotidien sur le truc. Et je pense qu'après analyse, eux ce qu'ils font, c'est qu'ils te laissent galérer, mettre en place ta ville, avoir l'autorisation, et puis jusqu'au jour où tu es jusque là parce que tu... Et ils te rachètent. Exactement. Donc je pense que c'est l'idée, et après analyse de leur modèle, et malheureusement j'avais pas à ce moment-là, à ce stade-là de ma vie entrepreneuriale, des compétences pour le faire. Je pense que c'est des gens qui avaient une stratégie établie sur leur développement et qui servaient de personnes un petit peu comme nous pour pouvoir se déployer. Quelles contraintes tu as pu rencontrer pour la création de cette société et le développement? Écoute, la première contrainte, c'est que lorsque tu arrives de France, tu te rends compte que nous, on a une manière de faire qui est beaucoup sur la confiance. On joue sur des relations de long terme. Parce qu'on a compris que un client gagné, c'est quelqu'un qui va t'en rapporter d'autres et que tu as tout à gagner à faire bien les choses. Dubaï, c'est un monde de requins. Beaucoup de gens se sont positionnés en se disant ils veulent en fait le court terme, donc ils vont privilégier d'avoir des très grosses marges, de concrètement essayer de t'allumer, et en prenant le risque que tu t'en rends compte facilement après, que cette personne-là tu ne travailles plus avec elle parce que tu vas te dire je me suis fait avoir, et c'est un petit peu leur manière de fonctionner. Et puis c'est aussi un skill que tu dois avoir en arrivant à Dubaï, parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent, il n'y a pas que des gens sérieux, et tu peux vite perdre ton temps avec des personnes, des beaux parleurs et autres. Et si tu passes ta journée à te laisser approcher par des personnes qui vont te blablater ce que tu veux, toi quand tu démarres un projet entrepreneurial, je pense que tu dois vraiment être focus et savoir refuser entre guillemets, c'est être capable de dire j'ai pas le time et passer à droite. Tu organises aussi des événements physiques avec Maj pour réunir du coup tout ton réseau d'entrepreneurs. C'est une fierté pour toi tout ça? Pour moi c'est une fierté, Pour être honnête, j'avais une vision quand j'ai lancé cette boîte. Et je me rappelle en plus, c'était moi je t'ai rejoint quand? Il y a 2 ans à peu près? En 2021, quand on s'est vu. 2021, 2 ans, 2 ans, c'est ça. Et tu vois, je disais, l'idée c'est que je connecte que je vais tous vous connecter, parce que moi j'étais sur Insta, je voyais un petit groupe de 3 personnes là, l'autre là-bas, des mecs qui mériteraient de se rencontrer en fait, et qui, t'es à Dubaï, ça reste étendu, chacun fait sa petite life, t'as beaucoup d'entrepreneurs qui sont focus, qui restent chez eux, et de réussir à leur dire, sors de chez toi, viens, déjà ça c'est dur. On a, comme tu l'as dit, des personnes qui font très mal les choses, comme des personnes qui les font très bien. Ce qui est bien, c'est que lors de ces événements, du moins de
ce que je vois moi, c'est que c'est des personnes très respectables qui sont invitées. C'est vraiment plaisant de pouvoir y participer à chaque fois. Quand tu rentres chez Mage, parce que quand tu deviens client chez nous, tu as adhéré un petit peu à des valeurs, à notre état d'esprit. Moi, il y a des fois où ça passe pas, la personne, en fait, vraiment, on est un prospect, genre si je le sens pas, tu vas pas perdre ton indéfiniment, quoi. Et donc il y a un premier filtre, tu as beaucoup de gens aguerris quand même, tu as peu de gens qui se lancent et tout, et donc en tout cas tu as des connexions qui sont plus faciles parce que tu as des personnes comme toi qui ont déjà atteint un autre niveau entrepreneurial et qui, ça facilite les connexions, les échanges, les collaborations peut-être. Et donc ça c'est cool. Et puis surtout il y a une vraie diversité puisque ça réunit des gens du monde du business physique. Je sais pas, quelqu'un qui a un restaurant, quelqu'un qui a un garage qui est francophone, chez qui tu peux aller parce que tu es plus tranquille, que des personnes qui sont dans le e-commerce, dans la crypto. Et le concept est cool parce que si tu veux c'est qu'on les mette en avant. Dans les mettre en avant, j'espère que tu en feras partie cette année. Et sur scène, en fait, la bienveillance du club, c'est qu'en vrai, aujourd'hui, tu as une communauté comme ça. Je pense que les gens qui nous regardent, et s'ils sont liés au business, ils vont comprendre en deux. Moi, j'aurais mis un promoteur ou un vendeur d'immobilier sur scène. J'attends mes commissions à la fin du mois, concrètement. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens des clubs ou qui fonctionnent comme ça. Moi, j'ai cette envie, justement, d'apporter réellement de la valeur. Et j'ai réussi à convaincre des acteurs majeurs de l'immobilier à être plusieurs sur scène. C'est top. Donc déjà, c'est un gros challenge parce que les gars, tu leur dis, il y a un concurrent à toi qui va être sur scène. Donc je peux te dire que ça bégaye au début. Mais par contre, l'idée, c'est que je leur ai dit, nous, je veux pas qu'on vende de l'immobilier. Je veux qu'on fasse un parcours pour un entrepreneur qui a des capitaux, qui est réfléchi. C'est pas un gars que vous chopez sur Facebook qui, entre guillemets, tu lui dis, il vient à Dubaï, c'est 25% de renta, qui va mettre son apport. Et avec un vrai parcours de qu'est-ce que tu aurais fait, toi, avec en termes de personnes plus expérimentées, si tu devais demain investir tes fonds que tu as durement eu en travaillant dans l'entrepreneuriat, tu vas te renseigner auprès de plusieurs personnes. Et donc le schéma, tu vois, c'est d'avoir quelqu'un qui est dans la location court terme. Parce qu'on nous parle de rentabilité. Est-ce que je vais demander maintenant à un mec qui a des vraies stats avec son logiciel, quelles sont les vraies rentabilités qu'il a? Quand on achète sur plan, je comprends pas, mon bien, il me l'a promis en 3 ans, ça fait 5 ans que j'attends. Donc peut-être qu'on peut voir avec un avocat qui est là depuis 15 ans, qui va nous dire les petites lignes à faire attention. Qu'est-ce qui se passe si demain j'ai un problème et que je décède, mon bien il revient à qui? Super, incroyable. Tu vois, des questions c'est super intéressant. Ouais. Hâte d'y être, j'y serai en tout cas. Pour des personnes aujourd'hui qui nous regardent mais qui ne font pas partie de Mage pour le moment, est-ce qu'ils peuvent avoir l'occasion d'être invités à ces événements? Est-ce que s'ils sont de passage sur Dubaï, ils sont assez curieux, ça les intéresse, est-ce qu'ils peuvent se joindre à nous? Ouais, carrément. Alors aujourd'hui, officiellement, en fait, le 6, on structure le club. Jusqu'à aujourd'hui, c'était un petit peu un freemium, tu sais, parce que c'était, tu viens, est-ce que tu es du club, pas du club? Donc on a atteint un nombre où c'était trop difficile de tenir à chaque fois sur les 200 events. On a fait le dernier event avec Alec, en collab avec eux. C'était très cool. Mais en tout cas, sur le club, aujourd'hui, l'offre, elle est en fait à 4000 dirhams 1 an. Donc en fait, c'est 1 000 € pour entrer dans le club. Si tu as créé ta société avec Mage ou si tu as ta comptabilité avec nous, quoi que ce soit, tu as un lien en fait avec nous commercial, tu as 50% de réduction. Donc ça te revient à 40 € par mois pour accéder à plus de 50 événements sur l'année à Dubaï. Ah, t'as prévu de faire 50 événements? Waouh! Donc tu as des conférences avec des thématiques, tu as des expériences. Les expériences, c'est se retrouver en dehors de Dubaï. Est-ce que tu vas vivre dans peu de temps? Pour la première est là. Et donc on a prévu des trucs, si tu veux, genre faire découvrir les Émirats autrement. Et pas que la zone GCC, par exemple, on va partir en Arabie Saoudite en 2 jours. Donc découvrir des opportunités là-bas d'investissement, de business. Mais comment tu vas organiser tout ça si vous êtes 500? Non, alors ça sera plus limité. Par exemple, une expérience, on a un Burning Mage, on a une date dans le désert. On a une date le dimanche, on va aller faire de la plongée à Fougera. Tu as une plage à 1 heure de Dubaï où tu as des tortues au bord de l'eau à 5 mètres. Je savais même pas, ça fait 3 ans que je suis là. Donc tu vois, c'est le genre de truc justement où tu as plus d'armes pour entre guillemets aussi dire, parce que tu as beaucoup de gens qui disent Dubaï, les plages, c'est fake, les trucs. À 1 heure de Dubaï, t'es en Guadeloupe, c'est un truc de malade genre. Donc on offre des expériences en plus, il va y avoir des petits déj sportifs. Ça c'est avec pas mal de gens, j'ai demandé à pas mal de mecs que tu dois connaître aussi qui sont à Dubaï si jamais ils voulaient le faire. Mais l'idée c'est plus de réunir une dizaine de personnes, de se regrouper le samedi pour un petit déj. Trop bien, franchement tu as des idées incroyables. Pour une personne qui souhaite du coup s'expatrier sur Dubaï ou du moins qui a
juste besoin d'informations dans un premier temps, elle peut te contacter de quelle manière? C'est simple, on a un site web, il est facile, c'est maj.ae. Tout a été pensé, vous allez voir quand vous nous contactez, il y a un groupe automatiquement créé sur WhatsApp avec une partie de l'équipe qui répond à tes besoins. Dans tous les cas, on mettra le lien dans la description de cet épisode. Moi, tu t'es toujours bien occupé de moi. Du coup, j'ai été très très gentil sur cette activité, je te rassure. Je vais te donner une deuxième boîte où tu vas découvrir l'intitulé. Ça en fait des boîtes, les gars. Ouais. Dans cette boîte, c'est l'épreuve qu'on va faire, ou du moins ça va te donner un indice. Ok, je peux... Tu peux ouvrir. Dans le 1000. Ouh, c'est pas mal, ça me plaît. Ouais, c'était foutu. Mort. Tu vas avoir une heure de consulting, ça va te faire du bien. Du coup, on va s'affronter sur un grand terrain vert. Putain, je suis moins sûr. Eh ouais, non mais tu sais, moi je viens de Corse à la base, donc moi tu m'as parlé de précision, je me voyais déjà avec une Kalachnikov. Eh ouais, les gars, c'est pour ça que j'étais trop sûr. La vérité, vous voulez la savoir maintenant, bah on l'a dit. Hein. On est juste ici. On va aller faire une petite partie de golf. Trop ça bien. va être sympa. Trop stylé. Ok. Bonne idée. Ça va, c'est sympa. Hein. J'étais gentil avec toi. Hein. Et ben je vais te dire d'autant plus que je l'ai jamais fait. Ah oui. Et pour le coup, c'est un vrai truc cool pour moi. Excellent. Ouais, et bien, let's go. On est parti. Bien, ouais, Bon, on est arrivé. Petit échauffement. Tiger Woods. Ah, ça va être dur. Oh, incroyable. Wow. Un entrepreneur doit apprendre vite de ses erreurs. The first one. C'est un lob. Un lob pour le gardien. On n'a toujours pas mis de points, mais on s'améliore. À toi, Maxime. Ah, il y a de l'amélioration là. Hein. J'ai mis, je l'ai mis juste là. Mais non. 6 points. En fait, le Top Golf, c'est très simple. C'est le bowling, mais pour le golf. Toutes les balles ont un GPS et du coup, grâce à leur technologie, ils savent où est-ce que la balle atterrit et c'est comme ça que sont attribués les points. Oh! Oh, 10 points! Trêve de plaisanterie. Allez, tu peux te relever. je vais attendre un moment avant de me relever là. Oh, magnifique! Elle est là! Je reste assis. Il y a le double de balle bientôt de moi. T'as même pas eu un moi? Ouais, donne pas les points, genre. Donnez les points, mon gars. Ça commence à avoir de la technicité. 2 fois j'annonce jaune, 2 fois au milieu du jaune. Plus 15! Attends! J'apprends de mes erreurs. J'ai 5 balles d'avance. Il n'y en a plus que 5. Ah, je m'énerve pour rien. Non! 46 à 37. On est égalité. J'ai plus de balles? Si, t'en as encore 3. À Business B. Allez, à downtown. Il y a un habitant, il y a la vitre, elle est elle pas a rentrée percé. dedans. Un juste à côté de la dernière cible. Waouh. Je t'ai rattrapé là, je crois, non? Ah, comment on fait là? On est égalité là. Un chacun pour devenir golfeur professionnel en 1 heure à Top Golf à Dubaï. Je m'appelle Maxime. Vous voulez quelle couleur? Je vous rassure, son secret talk, ce sera pas sur le golf. Moi, j'habite juste là. Dans la tour avec le pic là. Et franchement, cette vue, elle est quand même incroyable d'ici.
la défaite, genre. Oh là là. Un conseil pour l'entrepreneuriat, c'est toujours à la fin du bal qu'on paye les musiciens. Je me suis trop reposé sur mes acquis. Est-ce que tu rejoues le titre? Tu veux une balle de sur match? 10 balles? Bah, bien sûr. Ah. Bien sûr, j'accepte. Dis. Bon, dites-moi une couleur, le rond que vous voulez, et on va y arriver. C'est une masterclass. Le vert au milieu? Regarde. Vert. Oh C'était un vert. Il est daltonien, il est daltonien. Il est daltonien. Qu'il en soit ainsi, hein. 6 points en 10 balles. Bon, je sais pas si j'ai bien fait d'accepter la deuxième. Faut savoir reconnaître ses erreurs dans la vie aussi, hein. Ouais, non, 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 non. C'est mort. C'est mort. Elle est partie. C'est mort. T'as vu les réflexes? C'est mort. T'as vu les réflexes? C'est mort. Tricheur. Il a triché. Ouais, c'est ça. Allez. Wouhou. Ouais. Ouais. Il reste 2 minutes. Vas-y, une chacun. Attends, il m'en reste une. Il m'en reste une. Non, non, t'es à 11. Non. Un tricheur, les gars, de ouf. Wow. Oh, les valeurs. On a combien de temps? Il croyait m'avoir. Ouais. J'ai eu sous la pression. Dans la prolongation. Bien ouais. Bien joué. C'est top. Il y a une question qu'on pose à la fin de chaque épisode, Maxime, c'est quelle est la personne la plus influente de ton réseau aujourd'hui? Ah, c'est facile. Oussama. Oussama, parce que aujourd'hui c'est quelqu'un qui aime beaucoup rencontrer les gens. Il le fait au quotidien avec ses Better Call House. Dès qu'il a une occasion d'aider et tout, il le fait. Donc je pense que c'est cette personne qui aujourd'hui c'est un connecteur. C'est quelqu'un qui est très bon pour ça. est-ce que tu penses que tu pourrais nous le mettre en relation pour un Van Business Talk? Ouais, bien entendu. Ouais. Bien sûr. Bien oui. Top. En tout cas, merci à vous d'avoir visionné cet épisode. J'espère que vous avez pu apprendre énormément de choses, notamment par rapport à la création de société sur Dubaï. N'hésitez pas à jouer le jeu pour le Secret Talk. Il y a un gros plan action qui vous est destiné, qui vous est réservé. En tout cas, prenez soin de vous et à la prochaine pour un prochain épisode.